Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 36e numéro du Bistrot d'Allez les Losc saison 2. C'est la dernière émission de la saison. C'est un numéro exceptionnel spécial bilan avec un invité exceptionnel que vous reconnaissez sur l'écran. Alors vous voyez d'ailleurs qu'habituellement on a beaucoup de shows. Cette semaine, ce sont les barbus qui gagnent. Donc, on a un barbu célèbre du LOSC, c'est Julien Palmieri. Bonsoir, Julien. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Et dans cette émission, qui est une émission donc, des supporters du LOSC, pour les supporters du LOSC, qui est réalisée par le site Allez le LOSC et les dogs du net, hein, et que nous proposons donc chaque semaine de faire le tour de l'actualité avec des piliers du bistrot. Alors, ces piliers du bistrot, je vais vous les présenter ce soir. Alors tout d'abord, on va commencer par le plus jeune d'entre nous, toujours Baptiste. Bonsoir Baptiste de la page Breaking Dogs. Bonsoir François, bonsoir à tous. Vous, Bonsoir. vous reconnaissez également Georges, notre supporter du Dunkerquois. Bonsoir Georges. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Il habite à Villeneuve d'Ascq dans une maison japonaise. C'est Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Et vous reconnaissez notre pilier international, donc c'est la touche italienne du bistrot d'Allez Losc, Lorenzo du compte Twitter Dogs Italia. Bonsoir à tous. Bah, là, je commençais à m'habituer un peu, donc c'est dommage qu'on va terminer la saison comme ça, mais bon, il y aura le temps aussi la saison prochaine. La saison prochaine, si on reprend pour une troisième saison, je laisse planer le suspense, on vous donnera la réponse en fin d'émission. Alors, au sommaire ce soir, donc nous reviendrons sur Julien qui est avec nous et nous proposerons une rencontre avec les supporters. Nous avons recueilli des questions donc, sur les différents sites internet. Vous pouvez également les poser en direct sur la page Facebook du Bistrot d'Allez les Losc et nous transmettrons finalement les meilleures d'entre elles à Julien. En deuxième partie de cette émission, nous ferons un bilan de la saison du LOSC et surtout une analyse des perspectives du club dans un contexte d'intersaison qui commence d'une façon assez poussive. Alors, vous le savez, si vous écoutez l'émission régulièrement, il y a une tradition, c'est la question à la con. La question à la con, bien sûr, elle s'adresse à notre invité. Donc, Julien, c'est une question qu'on va te poser, une question stupide en règle générale, à laquelle tu n'es pas forcément obligé de répondre. Tu peux, hein, c'est la règle du jeu. Alors, Julien, Je suis joueur. bon, tu as fait ta carrière au LOSC en participant involontairement au fameux loft de Bielsa. Oui. La question, est-ce qu'il y avait une piscine? C'était une cage à poules. Donc c'était compliqué d'avoir une piscine dans ce loft qui en avait que le nom, hein, parce que bon, on n'avait plus de place de parking, plus de numéros, plus rien. Il n'y avait même pas l'Ohana. Donc il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. On y reviendra après, finalement, pour ponctuer ton parcours au LOSC, avec cet incident, mais pour avoir ton avis sur la façon dont ça s'est passé. Mais d'ailleurs, tu parlais de Loana. Je ne sais pas si c'est toi qui avais fait la photo, justement, qui avait publié sur Twitter, qui avait été reprise par, je crois, c'est SoFoot, où on te voyait avec Rio Mavuba et avec Marco Baccia. Et la légende de SoFoot, c'était justement Jean-François Palmieri et Loana Baccia. Ouais, je préfère Marco que Loana, moi. Voilà. Donc, bon. Alors, je vous propose d'entamer finalement cette première partie avec les questions à Julien. Alors, Julien, tu es né à Lyon, tu étais formé à Lyon et ensuite à Bastia, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, préformé à Lyon de 7 à 13 ans et après de 14 à 18 au Sporting, à Bastia. Ensuite, avant de revenir à Bastia, tu es passé par Crotone, ou alors ça se prononce comme ça. Alors, je parle sous le contrôle de Lorenzo. Ouais, voilà. Donc, Crotone, je savais qu'il me manquait un accent quelque part. Et Istres, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu as fait ensuite 4 ans à Bastia et ensuite tu es arrivé pour 2 ans à Lille. Et tu n'es resté qu'une année, finalement, une année et un demi-été. Et tu as fini ta carrière à Metz et Ajaccio. C'est ça.
C'est ça. Alors, en- entre Crotone, Istres et Bastia, il y a eu le Paris FC. En fait, j'ai fait Crotone, 1 an de suspension, Istres, Paris FC 1 an, Istres. D'accord. Et après Bastia. La suspension, c'était lié à la fin de contrat avec Crotone, c'est ça? Il y avait eu une discussion. Alors, Enfin, pour être tout à fait honnête, j'avais frappé mon directeur sportif et mon président. Donc, parce que il m'avait promis en décembre de me laisser partir à Reims. À l'époque, c'était Pierre Ménez, on va dire le directeur, ouais, on va appeler ça un directeur sportif. Donc, on s'était mis d'accord. Et entre-temps, à la fin de l'année, je finis révélation de l'année. Et ils me disent, bah maintenant, c'est 500 000 euros. Donc, Reims, j'avais rien fait en France, ce qui était logique. Me dit, ben, on ne peut pas mettre, à l'époque, c'était pas le Reims d'aujourd'hui, on peut pas mettre 500 000 euros sur Julian Palmire, ce qui était normal. Moi, je l'avais accepté et j'en voulais pas à Reims ni à Pierre Ménès du tout. Pierre Ménès, c'est après que j'en ai voulu, mais par rapport au CFC. Donc, ça n'a rien à voir. Et Crotone n'a pas voulu, voulait rien savoir. Et à un moment donné, ben, ça m'a pas plu. Et donc, j'ai fait cette bêtise et on a fait passer ça sur une rupture unilatérale de mon côté. Et donc, ils ont demandé au départ à l'UEFA de me suspendre 1 an. Et donc, je me suis entraîné avec le Sporting Club de Bastia. Et après, il y a des relations, en fait, entre Bastia et la Calabre, on va dire. Donc, ils ont su que je m'entraînais et après, ils ont demandé à la FIFA de me suspendre 1 an. Donc, la FIFA m'a suspendu. Donc, je ne pouvais plus m'entraîner du tout avec personne. Donc, j'ai dû travailler voilà, sur les quais, dans les boîtes de transport. Et donc, c'est ce que j'ai fait. en tout cas, ça démontre deux choses. C'est que ben, je suis sûr que les piliers de bistrot qui sont présents ce soir, ils vont te poser des questions super gentilles. Non, mais après, j'avais 19 ans. Non, J'étais un peu plus sanguin. Mais non, non, non. C'est juste qu'en fait, honnêtement, je supporte pas l'injustice. Voilà. oui. Et qu'on me prenne pour un con. Tout Non, simplement. puis ça reflète un peu le caractère, en tout cas l'image que tu donnais quand tu jouais. C'est-à-dire que là, on a déjà des commentaires sur des supporters sur le groupe Facebook et on parle de toi, Julien le guerrier, on parle de toi, le gladiateur. Tu avais cette réputation d'être un joueur qui était extrêmement costaud, extrêmement physique et en tout cas extrêmement avec un jeu qui était, que tu prenais en main en fait. Ben, vu que j'étais pas très grand, sincèrement, j'étais pas le plus grand de l'équipe, hein, donc il fallait que je trouve un moyen de marquer mon territoire, on va dire. Voilà, c'est pas trop une expression à prendre, mais on va dire que c'était plus pour voilà, dire que c'était mon côté et qu'il y a personne qui allait me prendre le dessus. Alors, je suis passé beaucoup trop au travers, hein, on va pas se mentir, surtout à Lille. Mais, euh, mais voilà, il fallait que je trouve quelque chose pour essayer de déstabiliser mon adversaire. Après, j'avais cette image de gladiateur, de guerrier et tout, mais bon, je suis pas j'étais pas le moins technique, on va dire. Ouais. Mais dans le jeu, tu avais effectivement une image de rigueur. Alors, ça n'empêche pas les qualités techniques. On y reviendra après, parce que je pense que Baptiste a une question justement concernant tes qualités techniques, en tout cas certaines de tes qualités techniques. Mais tu avais aussi finalement, en tout cas moi c'est l'image que j'en retiens et c'est l'image que j'ai retrouvée quand j'ai cherché un peu quelques vidéos sur les réseaux sociaux avant de t'accueillir ce soir, c'est que tu avais l'image d'un communicant déjà, avec toujours un sourire, avec souvent mise en avant. Moi, je me souviens de ton arrivée au club et la façon dont tu présentais Lille comme un grand club. On y croyait presque. Hein. C'est pas. C'est un, c'est un grand club, Lille. Oui. Enfin, pour moi, après, il fait partie encore aujourd'hui, il fait partie, je l'ai dit à l'époque, qui pour moi, il faisait partie des top 3 français. Et pour moi, après, pour moi, il fait encore partie des top 3 français. Et c'est le dernier champion, En mis à titre. part Paris, Ah. c'est le dernier champion en titre. Donc pour moi, et puis après, voilà, j'ai tout aimé à Lille. Donc peut-être que je suis pas objectif, donc c'est peut-être ça. Mais pour moi, il fait partie des plus grands clubs français.
En tout Je cas, je le confirme. En tout cas, ces déclarations et ce sourire, on le retrouvait même dans des interviews dans des périodes un peu plus compliquées. Je me souviens, j'ai retrouvé une interview, notamment quand tu défendais Patrick Collot, qui était le deuxième entraîneur du club, et que tu évoquais le fait qu'il fallait lui donner sa chance, et tu avais toujours ce sourire de communicant. Alors justement, c'est ma question, la première question, elle est là, c'est qu'est-ce que tu deviens maintenant? On te connaît comme consultant avec Alexandre Ruiz. Est-ce que finalement, cette carrière de communicant n'était pas prédestinée quand tu étais déjà footballeur? N- Non, bah, après, on va dire que en fait, le truc, c'est que je suis sans filtre. Et dans un monde assez aseptisé, où chaque parole est décortiquée, elle peut être transformée, elle peut être voilà, sortie de son contexte et tout. Moi je prêtais pas trop attention à ça. Je disais, alors, des fois, on me prenait pour un débile parce qu'on avait l'impression qu'il y avait que de l'air entre mes deux oreilles, mais c'était ma façon d'être. Je suis sans filtre, je suis pas un menteur, je suis pas quelqu'un qui va planter un couteau dans le dos. Voilà, après, concernant, j'aimerais revenir aussi sur l'histoire de Pat Colo, parce on nous a, c'est vrai qu'on s'était accroché en Coupe de France, Pat et moi, mais fort même. Mais, euh, mais une heure après, voilà, je me dis, je suis sanguin. Donc une heure après, j'étais au resto, je crois que c'est la part des anges, si je Oui. dis pas de conneries. Et j'en avais profité pour l'appeler et je m'étais excusé et tout. Et on en avait bien parlé. On avait, voilà, on s'aimait beaucoup en fait, tous les deux. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis permis ce genre de truc qui n'avait pas lieu d'être. Et le lendemain, j'avais fait une photo côte à côte avec Pat pour dire que voilà, c'était réglé, c'était l'histoire ancienne, que j'étais comme ça et que des fois, ben, je supportais pas ça. Mais bon, toujours avec le sourire, toujours. Et aujourd'hui, moi, à la fin de ma carrière, j'étais pas destiné à ce rôle-là parce que je voulais rester dans le milieu, dans un club. Hmm. Et, et sincèrement, et ça a été l'une des causes de mon arrêt aussi, c'est que j'ai trouvé que le football a très, très vite changé dans la mentalité. Moi, j'ai eu des valeurs différentes de celles que sont les jeunes footballeurs et j'étais plus en adéquation. J'étais plus en adéquation avec ce que projetaient les nouveaux footballeurs. Voilà, moi, j'ai galéré pour devenir professionnel. J'avais énormément, même tout au long de ma carrière, par exemple à Lille, j'avais énormément de respect pour Rio, pour tous les anciens, parce que pour moi, il y a une hiérarchie à respecter et ça marche comme ça. Et j'ai trouvé que les jeunes footballeurs, encore aujourd'hui, ça se perd de plus en plus et j'y arrivais plus. Voilà, j'y arrivais plus. Entre-temps, quand j'étais au LOSC, il y a eu le décès de ma maman qui m'a beaucoup affecté, plus les changements de mentalité. Donc j'ai dit, allez, stop, on arrête tout, c'est plus pour moi. Et après, j'ai eu Alex Ruiz, un des seuls qui m'a pas lâché, qui m'a appelé, qui m'a demandé comment ça se passait pour moi. Et il m'a dit que voilà, il cherchait à me joindre depuis un certain temps et moi, je lui ai proposé de l'aider dans sa nouvelle aventure digitale qu'il a décidé de lancer sur Twitch. Et on avait matché 10 ans avant déjà, quand il était à Bein et qu'il faisait le football show, entre autres, et tout. Et on avait accroché de suite. Moi, avec les journalistes, voilà, on va pas se mentir, ça se passait pas comme j'étais justement sans filtre. Il y a des fois où j'en remettais à leur place. Et donc, dont le journaliste de l'équipe à l'époque, qui était à Lille, que j'avais bien remis à sa place. Et donc, après, j'ai eu une année difficile avec le journal, ce qui est encore le cas, que je n'aime pas pour moi. Et je le dis, c'est un torche-cul et ça changera plus. Donc, C'était C'est quoi, Joël cher Dominigetti? c'était, Joël Dominigetti? Dominigetti? c'est ça. Ah, ouais. Et donc, Oui. voilà. Et donc, avec Alex, on avait de suite sympathisé. Aujourd'hui, il fait partie de mon noyau dur, de mes amis. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure et il s'est avéré que ça s'est très bien passé et qu'aujourd'hui, ben voilà, on revient d'un voyage à Casablanca pour de l'humanitaire. On a fait, voilà, on fait voilà, on a fait du social, on fait beaucoup de choses parce que ça me plaît, ça nous plaît. Et on va démarrer une aventure là, très prochainement pour la nouvelle saison. Donc, on est très content.
Ben, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Baptiste, tu avais peut-être une question justement à poser à Julien. On l'évoquait à demi-mot tout à l'heure, hein. Ouais, exactement. Alors moi, Julien, je suis un peu un défenseur gauche comme toi et je vais revenir sur tes deux buts qui ont peut-être marqué ta carrière en 2015 face au PSG, cette reprise magnifique, et en 2016 face à Monaco. Donc là, quand tu étais à Lille, les mêmes, hein, c'est des têtes défensives. Tu récupères le ballon, hop, t'armes et boum dans la lucarne. Et moi, quand je les mets, Pied elles gauche, partent. C'est ça en plus. Donc tu es ambidex, alors que moi, quand je les mets, elles partent toujours au-dessus du filet. Elles partent chez le voisin. Alors honnêtement, comment tu fais? Non, bah alors honnêtement, tu viens de le dire, il y a une part de chance quand même. On va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'en 2 ans, je mets ce style de but. C'est assez. Mais j'en avais déjà mis en Ligue 2 avec Istres, qui était forcément moins médiatisé. Mais j'avais un pied gauche qui me permettait de fouetter assez facilement. Ça me plaisait. Et depuis tout petit à Lyon, à l'OL, on nous disait que voilà, le corps, les épaules, tout ça, c'était hyper important. Et donc, il est vrai aussi beaucoup d'entraînement et un tout petit peu de talent. Un tout petit peu. Donc, voilà, c'était. Mais honnêtement, alors déjà, pour revenir sur le but de Monaco, j'avais été catastrophique. Donc, on en avait pris 4. Il y en avait au moins 3 pour ma gueule. Donc, j'en garde pas un super souvenir. Et c'était mon bon pied. Et celui du PSG, c'est vrai qu'il est très, très beau. Mais les deux auraient pu finir au-dessus de Fouriane et de Pierre Monroy. Je te dis honnêtement. Bon, en tout cas, c'est la magie du football, parce que tu parlais Et du je match de peux dire Monaco. que j'ai vu le but au stade. J'étais au stade pendant ce LOSC Monaco. J'étais au stade avant de partir en Erasmus en Espagne et c'était pas mal. Oui, oui, oui. J'en garde pas un très bon souvenir. Mais d'ailleurs, on le voit quand je marque. Hein, j'expose pas de joie. Ouais. Non. Mais c'était un beau but. Après, il n'est pas extraordinaire non plus parce que le gardien, il passe au travers. Mais la frappe est belle, la frappe est pure et c'est vrai que le geste est beau. Donc ça reste un beau but, mais c'est pas mon meilleur souvenir au Lost, hein, je veux pas vous mentir. Je continue le tour de table. Qui a une question pour Julien? Qui veut prendre la parole? Georges? Ouais. Alors, déjà, je voulais faire une petite aparté à propos de Julien. Savoir qu'au niveau des affinités, il a quand même porté le maillot d'un club qui lui est très cher au cœur, donc le LOSC. Il est originaire de la plus belle île du monde. Et en plus, j'apprends qu'il a envoyé chier Dominguetti. Donc, c'est plus qu'une idole, quoi. Merci juste pour tout ça, Non, mais Julien. parce que Bah, je le trouvais pas correct, je le trouvais pas honnête et pas objectif. Et encore une fois, on parle d'injustice. Et je trouvais qu'il parlait mal de certains joueurs et du club. Et c'est des choses que je supporte pas. Et donc, je lui avais dit que de moi, il fallait plus qu'il parle parce qu'il pouvait se renseigner avec Antoine de Maumont, je crois, que, que moi, je dis et je fais. Donc, s'il continuait, ça allait mal se passer. Et vu que c'était un lâche, le lendemain, il avait glissé un truc sans me citer et il n'était plus revenu. Donc, je l'ai jamais recroisé. Mais voilà, ça, il allait très bien avec ce journal. Mais en aparté, pour te rassurer, je pense que si un avion doit s'écraser dans le monde, Joël Dominguetti, c'est le mec qui espère pouvoir annoncer qu'il s'est écrasé à Luchin, quoi. Ouais, Je voilà. pense que Ouais, son amour pour le LOSC, enfin, il n'y a qu'à voir. Je veux dire, il est correspondant local, mais je pense pas que ce soit. Enfin, dès qu'il y avait une mauvaise nouvelle annoncée à Lille, ouais, il fait c'est ça. ses choux gras, il C'est ça. en Il est très n'était pas joyeux. objectif. Il Ah non, non, m'énerve. non, pas du tout, pas Il du m'énerve. tout, très clairement. Alors, moi, par contre, la question que je voulais te poser, parce que c'est vrai que tu arrives, moi je garde quand même le souvenir d'un bâton, ces joueurs qu'on aime beaucoup au LOSC, mais malheureusement, tu as eu la poisse d'arriver sur une saison où l'équipe était, me souviens, dès l'été 2016, c'est une équipe où il y a un jeu un peu poussif et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien d'un autre événement qui s'est déroulé dans la saison, c'est-à-dire la passation de pouvoir de Sédou à Lopez. Et j'ai souvenir, justement, d'une trêve où Antonetti avait longtemps hésité avant de re-signer, où on s'était retrouvés. Et la question que je me pose, c'est de savoir finalement si vous, à l'époque, vous étiez déjà au fait qu'il allait y avoir un changement de direction. Et est-ce que c'est ça qui a un peu plombé l'équipe? Alors, moi, quand je signe au LOSC, j'ai Fred Antonetti au téléphone et il est déjà question de prolongation. Donc, il en parle et il était
et il était investi, quoi. Il savait qu'il allait rester. Après, j'ai Monsieur Sédou et Monsieur Van Damme qui ne me parlent pas du tout de la vente du club. Donc, donc c'est en juin, hein, C'est ça. quand je signe, j'ai rien sur la vente du club. Rien. Et très rapidement, c'est-à-dire, voilà, fin juillet, août, dans ces eaux-là, ça commence à venir à nos oreilles. Voilà, on sait qu'on part vers quelque chose de compliqué. On vient de se faire sortir par Kabbalah contre, voilà, une honte. On joue à Metz, on perd 3-2. Enfin, je me rappelle très bien de tout ça. On gagne contre Nice. Donc, on faisait Dijon, je pense, une mieux victoire possible aussi. de 1-0 Beria, contre Dijon. but de Un but de. Beria, Ouais. victoire contre Dijon, un miracle. Donc, c'était compliqué. C'était une saison un peu bizarre, c'est vrai. Ouais. Des résultats bizarres, une façon de jouer bizarre. Donc, tout le monde, en fait, l'ambiance, c'était assez étrange parce que on entendait beaucoup de choses. Je pense qu'il y avait certains leaders qui avaient plus d'infos mais qui pouvaient rien lâcher. Donc, même si je sais que je faisais partie de plus ou moins anciens par rapport à l'âge et ce que j'avais vécu et tout des vestiaires, j'étais, on savait qu'il allait se passer quelque chose. On le savait, mais on savait pas quand. On savait pas si ça allait être en décembre. On savait pas si ça allait être à la fin de l'année. Et c'est vrai que c'était pas compliqué. Sincèrement, on va pas se cacher derrière ça parce que c'est pas vrai. Mais c'était chiant, tout simplement. On a eu 3 ou 4 coachs. C'était un bordel sans nom, sincèrement. Alors, Georges parlait comme explication possible du rachat du club par Gérard Lopez, mais il y avait aussi un contexte, alors peut-être pas au moment où tu as signé, si tu as signé en juin, mais très vite, on s'est aperçu qu'il y avait des difficultés financières, il y a eu des problèmes de DNCG. C'est cette année-là, je pense, où Nicolas Depréville est arrivé très tardivement avec un transfert un peu bizarre où il avait été acheté par Ostende et ensuite reprêté à Lille, un montage justement pour éviter la DNCG. Et finalement, Lille a eu un recrutement très tardif cette année-là, ce qui peut expliquer le début de championnat poussif et notamment le raté total contre Karabakh en Coupe d'Europe. Hein. Oh, ouais, mais on ne doit pas perdre contre cette équipe. La boulette qu'on fait, c'est à l'aller, quoi. Moi, honnêtement, hein, il y avait quelque chose qui m'avait surpris et qui m'avait un peu énervé. C'est la photo qu'on fait au début où Vince se couche. La photo d'avant-match. Voilà, une photo officielle, il se couche comme ça, il met la main. Ça m'avait pas plu. Et, euh, et j'avais été un peu surpris. Et pour le coup, il s'était fait un peu voilà, remonter les bretelles. Mais ce match aller, on l'a très, très mal géré. Je pense qu'on s'était vu trop beau, honnêtement. Et, et on l'a complètement loupé. Ben, au retour, on est là-bas. Moi, je connais un peu ces ambiances. Je savais que ça allait être très chaud et on n'a pas su, ce qui est assez surprenant, parce que si on prend intrinsèquement parlant les qualités de chaque joueur, on doit passer 20 fois. Et, et il s'est passé qu'on est complètement passé au travers. Et après, il y a ça aussi. Alors, il y avait bien évidemment les problèmes financiers, mais il y a aussi le fait que tu vas pas jouer la Coupe d'Europe. Donc, certains joueurs qui pouvaient venir ont décidé peut-être d'attendre un autre club un peu plus pas huppé, parce que Lille, alors après, je le répète, je suis pas peut-être pas objectif, mais pour moi, c'est un top club. Donc peut-être que des joueurs voulaient venir et qu'après, ils ont vu ce qui se passait, qu'ils ont refusé de venir. Donc le club a dû se rabattre sur d'autres joueurs. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis Mais, mais c'est vrai qu'on a eu un été, comme je le disais, c'était bizarre parce qu'on entendait plein de trucs, on voyait plein de trucs et on faisait avec. On a bricolé. Le coach a bricolé pendant 2, 3 mois quand même. Il faut le savoir. alors, Après, en décembre, il y a des choses qui ne nous avaient pas plu non plus. Quand Gérard Lopez arrive, il nous dit qu'en décembre, il n'y aura pas de changement, qu'il vire 8 joueurs, il fait venir 10 joueurs. Il y a ça aussi qui nous plaît pas, qui a pas plu à certains joueurs. Comme Pose qui arrive, qui a voulu déjà d'entrée dicter, et comme il va faire au PSG, hein, je pense, comme il avait fait de partout.
mais il faisait venir que des joueurs à lui. Donc c'était un peu, voilà, c'était un peu compliqué. Voilà, moi j'avais fait une interview où je dis que c'est pas à nous d'apprendre le portugais. Hmm. Pour moi, ce qui est normal, c'est pas à nous de nous intégrer dans un vestiaire, on y était déjà. Donc lui, après, il reprenait tout le monde à l'ordre. C'était une saison très compliquée, très compliquée. Alors, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On a Julien, qui est un habitué du bistrot, qui nous dit: J'ai l'impression d'entendre Pascal Olmeta dans cette franchise se parler vrai, cette haine de l'injustice. Je suis fan. Alors, je ne sais pas si tu prends la comparaison avec Pascal Olmeta comme un compliment. En tout cas, ça l'est dans sa bouche. Pascal, ça devait être mon parrain. Donc, c'est un ami, un très très bon ami à mon père. Donc, je le prends comme un compliment. Je le prends comme un compliment, mais c'est dans nos caractères, c'est comme ça et on changera pas. On changera pas. C'est l'injustice qui nous énerve. Voilà. Est-ce que Lorenzo ou Christophe, vous avez une question pour Julien? Moi, ça sort un peu de ce qui est, c'est pas le LOSC, mais c'est plutôt en général, entre guillemets, de ce qui a été ta carrière. Tu as parlé de Croton, et en fait, à part tout ce qui s'est passé après, ce que je voulais te poser comme question, parce que moi, je te connais surtout à Bastia et à Lille, parce que je t'ai vu jouer. Je ne t'avais pas vu jouer en Italie, j'étais tout petit en plus, donc voilà. Je te demande juste si une année en Italie, il t'a aidé en améliorant ou en changeant quelque chose de ton jeu, ton style de jeu, ou qu'est-ce que tu as plu le plus de notre foot en fait? Parce que nous, on écoute, c'est un foot où les Italiens, ils parlent entre eux beaucoup, mais c'est vrai que des fois, ils ne sortent pas la tête pour voir c'est quoi le jugement des autres du Non, foot ici. Donc, c'est pour ça moi, que moi, je te pose cette question-là. moi, je suis arrivé l'année où il y a la Juve, où il y a en série B. Je tombe cette année-là, je suis tombé nickel. Je suis tombé la meilleure année. Donc, on avait un peu plus de pression. Et moi, je suis arrivé, j'avais 18 ans, je sortais de France et tout. Et il y a une culture du travail là-bas, déjà de la muscu en général en Italie, muscu du bas, des jambes, tous les jours à l'entraînement, il faut venir avant. La charge de travail est physique et tactique. Il nous arrivait de faire des entraînements de 2 heures sans toucher le ballon, juste avec des piquets et des chasubles. Le coach nous disait chasuble rouge, il fallait se déplacer tactiquement. On faisait ça pendant toute une matinée. Donc j'ai eu cette espèce de culture de vouloir faire beaucoup plus que, que ce que j'avais l'habitude de faire en France. Donc, et moi, ça m'arrangeait, moi, parce que voilà, je savais qu'il fallait que je travaille plus que les autres pour y arriver. Donc ça, après, je l'ai gardé. Ça, après, je l'ai gardé. C'était, j'arrivais très tôt, je repartais après parce que je savais que il fallait prendre soin de ton corps et c'est parce que c'était ton outil de travail. Et ça, et ça, en France, on a eu quelques problèmes. Je pense aussi que Marcelo Bielsa, après, voilà, il y a eu d'autres problèmes. Mais je pense aussi que ça a buté avec ça, la charge de travail qu'il imposait. Je pense que certains n'étaient pas prêts et ça n'a pas fonctionné. Mais il y a en Italie une culture du travail qui est complètement différente de la France. Et moi, en tout cas, à moi, ça m'a arrangé et ça m'a plus vite professionnalisé. Christophe, est-ce que tu as une question? Alors moi, après tout ça, j'ai une question, mais qui est, je ne vais pas parler de football. Julien, après toutes les galères que tu as vécues à Lille, pour que tu dises que Lille, tu as bien aimé ton passage, tu as bien aimé la ville. C'est quoi? C'est les gens, la ville? Alors, C'est... moi, j'ai adoré. Alors oui, j'ai adoré. Moi, j'habitais à Marseille et j'ai adoré la ville. Je l'ai trouvée magnifique. Je, c'est, j'adorais la ville et j'adorais les Lillois. J'ai trouvé il y avait une espèce de sympathie, les gens étaient très avenants, authentiques. Donc c'est des choses, c'est des valeurs qui me vont très bien et j'ai adoré vivre là-bas en fait. J'ai adoré vivre là-bas. J'aurais aimé prolonger ma vie et ma carrière là-bas. Et après, je pense qu'il faut tirer du positif de partout, de partout. On peut pas garder que les choses qui vont mal, ça serait trop facile. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure, quand ma maman est morte, j'ai reçu un nombre incalculable de messages des supporters. J'ai reçu, des supporters sont venus me voir à Luchin.
Il y a eu une banderole qui a été refusée à l'entrée parce que les dirigeants, voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, ils n'ont pas voulu, mais les gens avaient fait des banderoles. J'en garde un très bon souvenir du LOSC et de Lille. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, je me vois pas mal parler et du club et de la ville. C'est pas possible. J'ai rien à dire de méchant. Le seul truc que j'ai peut-être de méchant, ça serait sur l'ancienne direction qui sont Campos et Lopez. Mais Bon, on va y venir. voilà, c'est la seule chose que je peux dire de négatif. Mais Ouais. sincèrement, j'ai que du positif, moi. Et peut-être un joueur qui, pour moi, m'a savonné la planche, mais c'est tout, c'est tout. Je peux pas parler de négatif. Je peux pas. J'arrive pas, c'est comme ça. En tout cas, ça nous ravit et c'est pas ici qu'on aime dire du mal de la ville de Lille et du club du LOSC, effectivement. Tant mieux. J'ai des questions donc des internautes. Alors Vincenzo, est-ce que tu envisagerais une carrière d'entraîneur? Alors même si tu as déjà à moitié répondu tout à l'heure. Non, alors comme je l'ai dit au début, j'ai douté, j'ai essayé. Et comme je l'ai dit très rapidement, j'ai senti que j'étais plus en adéquation avec la mentalité du football moderne qui, qui privilégie le paraître à la performance, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je me vois pas avoir une carrière d'entraîneur, non, clairement pas. Même chez les jeunes? Peut-être chez les très jeunes, peut-être chez les très jeunes. Aujourd'hui, j'ai un chemin différent du milieu de vivre dans un club, de vivre au quotidien avec les footballeurs, les jeunes et tout. Parce que comme je l'ai dit, on va débuter une nouvelle aventure avec Alex et j'ai envie de continuer là-dedans. Après, je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais aujourd'hui, je me vois pas rentrer dans un club, non. Est-ce que quelqu'un a une autre question pour Julien? Si vous n'en avez pas, j'en ai plein sur les réseaux sociaux. Ouais. Si, moi j'en avais une justement. Arrivé, j'ai évoqué la première saison. Là, j'en viens à justement, c'est l'ère du loft où, en gros, bah, enfin, moi-même en tant que supporter, j'avais été un peu estomaqué par cette attitude, en tout cas par la façon dont avait été géré le cas de nombreux joueurs, dont pas l'oublier, quoi, des joueurs emblématiques, enfin Rio Mavuba, Marco Baccia, c'était quand même difficilement acceptable. Et on se rend compte qu'à cette époque-là, donc Bielsa fait le choix de lancer une équipe, il part quasiment d'une feuille vierge avec des jeunes joueurs très expérimentés, totalement inconnus. Et bah, il s'avère qu'on s'est rendu compte que son projet était un château de cartes. Et on se rend compte qu'avec certains de ces joueurs, derrière, Galtier est arrivé en mettant un peu de lion, en ayant comme ça ne serait-ce qu'un briscard sur chaque ligne. Il a réussi à construire un truc. Et la question que je me pose, vous, quand vous avez vu ça à l'échelle du loft, est-ce que vous n'êtes pas dit qu'il finalement, peut-être qu'il manquait pas grand-chose à cette équipe, c'est-à-dire simplement quelques joueurs expérimentés pour accompagner des gamins qui étaient complètement paumés, pour que cette équipe puisse être justement assez rapidement performante. Et est-ce que le loft, ça n'a pas été l'erreur stratégique énorme de Bielsa? Elle a été énorme. Ce choix a été une erreur monumentale. Pas parce que moi, s'il ne me voulait pas, je serais parti. J'étais un joueur, mais j'avais pas l'aura qu'avait Rio, qu'avait Marco, qu'avait Eder, qu'avait Vince, qu'avait Nyama. Il y avait des joueurs, c'était irrespectueux et impensable avec l'ancienne direction que ça se termine comme ça. Et on voyait très bien, nous, on était au stade aussi, on allait voir les matchs, on voyait, c'était flagrant que cette équipe manquait d'expérience et manquait de leader. Donc, c'est pour ça qu'on espérait à un moment donné, il l'avait fait à Marseille, avec Rod Fanny. Donc, il y avait eu des joueurs, des anciens, où je pense qu'il avait eu l'intelligence de se dire, bon, là, il va falloir que je prenne quelqu'un pour faire le tampon, entre guillemets, quoi. Et on s'entraînait et on voyait que l'équipe allait mal. Mais par contre, on voyait aussi qu'ils nous mettaient complètement de côté. Nous, on se levait le matin. Moi, j'avais le numéro 15. J'ouvre le journal, je vois, je sais plus qui avec mon numéro. Euh,
je crois qu'il y avait Yé, non? Ça s'appelait pas Yé? Edgar Guerrier, Yé. ouais. Guerrier. Voilà. Ok. Yé avec mon numéro. Donc ça voulait dire que ben, Jules est gentil, mais tu dégages. Et tous les jours, il y avait un nouveau joueur qui arrivait avec nos numéros. Donc on a vite compris que quoi qu'il se passe, le loft, tout ce qui avait plus de 30 ans, fallait que ça dégage, quoi. Alors, ce loft, justement, alors, sur le fond, c'est une stupidité sans nom, on l'a dit, parce que ça a privé finalement un groupe naissant de l'expérience de joueurs de qualité. Et sur la forme, c'est complètement dégueulasse, parce que c'est mettre des gens de côté comme ça, sans quasiment les prévenir. Enfin, nous, on était à l'époque peut-être aveuglés par l'arrivée de Bielsa, mais rapidement et avec le recul, on s'est rendu compte que ce procédé, ce n'est pas digne finalement de l'image du club. Mais une question qui a été posée sur le forum d'Allelos, ce loft, c'est le loft de Bielsa ou c'est le loft de Campos? Qui a décidé? Est-ce que tu le sais? Bon, je pense que ça a été un travail d'équipe. Je pense que Bielsa a voulu faire un loft et que Campos a choisi les joueurs. Et, et, et la façon dont ça a été fait, ça a été une honte. Voilà. Euh, on arrête fin de saison, on arrête mi-juin, et c'est Franck Beria qui nous appelle 10 jours après avoir arrêté sa carrière pour nous dire ben, finalement, vous reprenez le 14 juillet. Donc, rien que ça, c'est un manque de respect déjà. Rien que ça. Donc, au moins qu'ils n'envoient pas un ancien collègue à nous au feu pour nous dire à nous, ben, vous êtes, voilà, on a décidé de se mettre de côté. Vous avez fait des choix, assumez-les. N'envoyez pas à quelqu'un avec qui on avait voilà, des liens assez proches il y a peu de temps. Ne l'envoyez pas au charbon parce que vous avez peur de la réaction de certains joueurs. Parce que Rien que la forme, c'était pas bon. Après, le fond était encore pire, mais la forme n'était pas bonne. vous n'avez jamais eu d'explication, on vous a jamais dit cette année on vous trouve mauvais, on place aux jeunes, Ah il n'y a non, jamais, non, ça, non. jamais eu d'explication comme ça. Non, ça, on l'a jamais eu. On a eu Bielsa qui est venu, euh, sans exagérer, peut-être 1 minute. Il est arrivé dans le vestiaire, il nous a serré la main. Il nous a dit bonjour, vous êtes de très bons joueurs. Je vous souhaite bonne chance pour la suite, mais ça ne sera pas avec le LOSC. Au revoir. Et il est parti. Est-ce que tu as eu le droit de toucher sa glacière? Non, de toute façon, j'aurais pris un coup de pied, donc c'était même pas la peine que je la touche. Bon. Et il l'a dit en espagnol. Il l'a dit en espagnol et ça a été traduit, bien évidemment. Il a dit en espagnol en regardant ses pieds. Normalement, ça doit être ça. Exactement. C'est vrai. Ah non, c'était pas dégueulasse. On a des bons souvenirs de Bielsa aussi, tu remarqueras. C'est vrai. Non, mais ça a été un fiasco total. Ça a été un fiasco total parce que beaucoup, à juste titre, se sont enflammés parce qu'il avait fait un très bon travail à l'OM. Mais après, Bielsa allait très bien avec ce club de par voilà comment dire la folie qu'avait ce club, l'engouement, tout est exagéré et tout. Donc ça allait très bien. Mais lui, il était un club beaucoup plus posé. Et d'ailleurs, il y avait une espèce il y avait une comparaison à l'époque parce que les deux étaient rachetés et on disait que Lille avait un vrai projet, que Marseille n'avait pas de projet. Je me rappelle très bien de ça à l'époque. Et parce qu'on avait pris Bielsa et voilà. Et au final, c'est Marseille qui s'en est mieux sorti. Mais Bielsa avec Lille, ça n'avait pas matché et je savais très bien que ça n'allait pas matcher parce que il était totalement différent de ce que je disais tout à l'heure justement de ce côté proche des gens, de ce côté avenant, je dirais pas gentil parce qu'il n'a pas à être gentil. Donc sincèrement, voilà, c'est un entraîneur donc il fait pas dans le social ou il est pas psychologue, mais avoir un minimum de je sais pas, de vie, en fait, avec ses joueurs. Et il avait rien. Il était froid comme la glace et c'était pas possible dans un club comme Lille. C'était pas Ouais, possible. en fait, c'est certainement un très bon technicien sur le papier, mais c'est un manager déplorable. C'est pas quelqu'un avec qui on a envie de vivre finalement une aventure.
Non. J'ai un souvenir d'ailleurs, cette année-là, il joue Valenciennes en Coupe de la Ligue et j'étais au stade, mais le lendemain, j'ai pu revoir le match en rediff. Et il y a un truc qui m'avait frappé, c'est qu'ils arrivent à l'épreuve de tir au but et il a laissé quasiment tout le temps les joueurs vivre à eux-mêmes. Il est venu 30 secondes, il avait une feuille de papier, il a lu 5 noms et il s'est barré. C'était les 5 tireurs et il n'y a rien eu de plus, quoi. Mécaniquement, il a donné 5 noms. Et je me dis, psychologiquement, c'est sympa, quoi, de les mettre. Non, mais tu peux pas vouloir. Non, c'est pas ça. J'ai pas envie de dire, t'as pas envie de te saigner pour lui. C'est pas ça. C'est que tu as l'impression qu'à tout moment, en fait, il peut te lâcher et que il irait pas à la guerre pour toi et avec toi. Et, et moi, j'avais tellement j'avais le Bielsa de Marseille en tête avant sa venue. Donc j'étais content quoi qu'il arrive et je pensais qu'il allait instaurer ce qui nous avait manqué peut-être cette rigueur, cette grinta qui nous avait manqué l'année où on avait failli descendre et pas du tout. Je sais pas, il est arrivé complètement différent du Bielsa de l'OM. Il s'est enfermé dans sa bulle à lui individuelle sans capter personne. Le club, le staff, les membres du club, les joueurs. Et il a fait son petit truc de son côté, ses bungalows, son appart dans Luchin. Et c'était pas possible. Ça a été un fiasco total, total. Et le 3-3-1, la tactique magique. 3-3-3-1. Il y a juste, selon moi, il y a juste deux choses qu'il a, entre guillemets, je dirais, bon, il avait quand même deviné, je peux dire. Un, c'est acheter Nicolas Pepe. Après, je ne sais pas si c'est à lui, parce qu'après, il est devenu un champion, mais je ne sais pas. Et l'autre, c'était, je pense, Amadou, que cette année-là, il a commencé à sortir, à bien jouer. Et après, bon, il a eu quand même une carrière, une bonne Sauf carrière. que Nicolas Pepe, il faisait vraiment jouer à contre-emploi parce qu'il faisait jouer ultra en pointe. Et souviens-toi, les débuts de Nicolas Pepe, c'est catastrophique. Je crois Non, qu'il non, était... mais moi, je dis juste pour l'acheter Oui. et Non, mais l'avoir dans évidemment, l'équipe. c'est un... Après c'est autre Mais chose. J'imagine l'utilisation, que, comme je trouve Julien qu'il a il fait a de dit, il Nicolas n'a vraiment Pepe pas était... compris l'essence du club. C'est quoi l'esprit, tout ça. Ça, il n'a pas compris. Et sur ça, on est. Mais c'est ça, Pepe, c'est un joueur qui avait besoin d'énormément de verticalité. Il faisait jouer en pointe où il avait l'air complètement paumé, quoi, Ah, il touche même pas au ballon. le Nicolas. Et Amadou, c'est un bon gardien. Amadou, c'est un très bon gardien. Enfin, Ouais. Il est déjà De 21h17. Brésil. Il est 21h17. Je vous propose d'accélérer un peu. Il y a quelques questions rapidement à la volée comme ça des internautes. On a Damien Bonne qui cite drogue, bière et complot contre le LOSC, qu'on salue une nouvelle fois, qui nous demande: peux-tu nous rappeler ton point commun avec Ronaldinho, Ibra et Burak Yılmaz? Moi, Oui, tu as un point commun avec ces trois J'ai joueurs. lu, il y en a un. On l'a déjà évoqué en début d'émission. Je te donne un indice. En fait, tu as reçu le trophée UNFP du plus beau but de la saison. d'accord. Ah, voilà, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, écoute, je le prends comme un compliment. Hein. Ah bah, vu sous cet angle, qu'on me met dans la même phrase que Ronaldinho, c'est. Merci. Vu sous cet angle, c'est vraiment un compliment. Je le prends. Je le prends comme un compliment. Donc, alors, on a Julien qui nous dit que tu disais tout à l'heure, les Lillois sont avenants et authentiques. J'ai adoré vivre à Lille. Alors qu'un Corse comme Julien dise ça, tu peux te reconvertir comme salarié de l'Office du tourisme de Lille. Tu n'es pas obligé de répondre. Large. Je l'ai dit, j'aurais que du bien à dire de cette ville et des gens. Donc, s'il y a un poste qui se libère, pourquoi pas. Mais non, mais même, on m'a souvent dit, parce qu'après les entraînements, je m'arrêtais beaucoup juste avant le rond-point, parce qu'il y avait des supporters, et je m'arrêtais souvent parce que les gens attendaient des fois 1 heure, 2 heures, et pour moi, ça me paraissait logique de m'arrêter et de faire des photos, des autographes, de parler avec eux pendant des fois une demi-heure, 3/4 d'heure. Je prenais du plaisir. Je prenais du plaisir à faire tout ça, et on me l'a souvent dit. Les supporters me l'ont souvent dit. On n'était pas beaucoup à le faire, mais pour moi, ça me paraissait normal. Ça me plaisait de parler avec les gens, d'entendre ce qu'ils avaient à dire, de me conseiller des trucs dans l'île et tout. Je me régalais.
me régalais, sincèrement. C'est évidemment pour ça que tu as une excellente image des supporters de cette époque, en fait, qui ont retenu finalement. Et à Lille, on a toujours apprécié ce contact direct avec les joueurs, et les joueurs, en tout cas, qui vont au-devant, qui réagissent et qui ne sortent pas dans leur téléphone portable dès qu'ils rencontrent un supporter pour se cacher, quoi. C'est ce que je disais, ça change beaucoup. C'est pour ça que je me reconnais de moins en moins dans ce football moderne, on va dire. Alors, tout à l'heure, tu as dit une petite phrase qui a attiré l'attention d'un de nos internautes. Ouais, je m'en doute bien. Alors, quel est ce joueur qui a savonné la planche? J'imagine que tu ne dirais pas qui, parce que connaissant ton franc-parler, tu l'aurais déjà dit. Je l'aurais déjà dit, et puis les gens doivent savoir certains doivent avoir une petite idée de qui je parle, mais ça, je l'ai su après. Je l'ai su après, à la fin de la saison. Donc, mais j'étais pas surpris. J'étais pas surpris. J'en avais ouï dire, et finalement, après. Et il y a une deuxième question, justement, d'Arnaud, qui va peut-être nous donner un indice, et on pourra chercher nous-mêmes. Pourquoi on savonne la planche d'un coéquipier? Ça, c'est un problème de. Ça, c'est toi et ta mentalité. C'est comme ça. C'est soit je sais pas. Moi, ça me viendrait pas à l'esprit. Si si le mec qui est là, il peut aider l'équipe, et il fait du bien à l'équipe, et c'est mérité, ben c'est comme ça. J'ai pas à lui savonner. Moi, je vais d'abord passer. Il y a une institution qui est le club. Et après, toi, tu es un maillon. Tu es un maillon, et tu fais ce qu'on te dit de faire. Et malheureusement, d'autres, avec d'autres projets pour leur avenir et pour leur présent, on va dire. Donc, voilà, il y a certains qui ont une mentalité différente de ce qui est pour moi, le vrai football. Et après, si lui, il est bien avec ça, tant mieux pour lui. Moi, je vois le football différemment. Rapidement, une dernière question. Ouais, si je peux me permettre. On parle, entre guillemets, du loft. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous faisiez pendant vos journées? On sait que voilà, on parle de parler, de jouer aux cartes, etc. Qu'est-ce que vous faisiez honnêtement? Sachant qu'il n'y avait pas de piscine en plus. Donc, En plus, il n'y avait pas de piscine, donc on s'emmerdait. Non, mais le loft, il n'en a que le nom. On arrivait le matin, on faisait comme quand on était entre guillemets, en pro. On arrivait le matin, on se faisait nos soins, on s'entraînait, et après tu rentres à la maison et tu attends le lendemain pour l'entraînement. Voilà ce que tu fais. Vous vous entraîniez avec les pros ou écartés? Non. Non, nous, on n'avait plus de place de parking, on n'avait plus de numéros, on n'avait plus d'équipement, on n'avait plus de vestiaire. Il y avait un tour de coach? Chacun son tour était coach? Comment ça se passe? Non, mais tu rigoles, mais on avait des coachs. Des fois, c'était le coach de la réserve. Des fois, on avait des prépas physiques de la réserve. Des fois, c'était pas qui venait. C'était compliqué. Sincèrement, ça a été compliqué. Et l'une des raisons pour laquelle on n'a pas pété un plomb, et que ça aurait pu très mal se passer, c'est qu'on a été tous solidaires, qu'on s'est tous tirés vers le haut, et qu'il n'y en a pas un qui a voulu, dans le loft, il n'y en a pas un qui a voulu la faire à l'envers aux autres en essayant de réintégrer le groupe. Et on savait qu'on était cuit, et qu'il fallait faire du mieux possible et de se préparer le mieux possible pour nos prochaines échéances, qui était un nouveau club. Voilà. Et donc, ça se passait comme ça. Il y a on le prenait, on allait s'entraîner sur le terrain de la réserve. Ouais, c'était honteux, c'était quand même honteux. Ça. Alors, avant de passer à la deuxième partie, juste un petit coucou de la part de Chocsad, que tu dois connaître. Hein. Donc, salut Julien, un mec en or qui donne une parole et la tient. Il m'a filé un maillot, et le maillot d'Annick. Je pense qu'il se rappelle de moi et de mon fils, Greg et Yannis. Greg. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà, bien donc sûr. je te transmets son petit coucou. Et ensuite, pour terminer les questions, finalement, une question qui va certainement te faire plaisir. Ajaccio remonte en Ligue 1. Est-ce que c'est une bonne chose pour le football corse? Comment tu ressens finalement cette remontée après une absence d'assez longue finalement des Corses en Ligue 1?
Ouais. C'est une très bonne chose pour le football corse, surtout que la CA, depuis maintenant 4-5 ans, fait les choses très intelligemment, que ça soit au niveau professionnel et formation. Ils ont été champions aussi des U17, je crois, des U17 nationaux. Ils font les choses super bien. Ils se professionnalisent parce que c'est vrai qu'en Corse, c'est très compliqué. On a des installations, voilà, on va dire qu'on est un peu en retard. Et la CA a été un peu précurseur en Corse de ce que doit faire le football corse dans les années à venir, c'est-à-dire se pencher beaucoup plus sur la formation et sur la préparation du monde professionnel qu'aller chercher les joueurs à l'extérieur. On a beaucoup d'insulaires, la Corse c'est un vivier et la CA l'a compris. Donc, ils font les choses très intelligemment et avec le travail. Alors après, voilà, il y a forcément des choses qui sont encore compliquées du point de vue financier parce qu'encore c'est compliqué de trouver des sponsors avec beaucoup d'argent. Il y a des choses encore à faire. Mais c'est très très bien pour la Corse. C'est vraiment intelligent ce qu'ils sont en train de faire. Et ça fait, comme je dis, ça fait 2-3 ans qu'ils sont pas loin. Il y a eu le match, le barrage avec le Havre qui a fait des histoires pour rien. L'année dernière encore, ils sont pas loin, ça passe pas. Et là, finalement, ben, ils ont même pas eu besoin des barrages. Et mis à part Toulouse, qui a survolé le championnat du début à la fin, pour moi, la CA a été derrière Toulouse la meilleure équipe de Ligue 2. Donc, quelque part, c'est assez logique et assez mérité que la CA retrouve ce football, la Ligue 1, le football élite français. Et j'espère qu'ils vont rester, même si je le dis vraiment en toute honnêteté, ça va être compliqué pour les arrivants cette année. Oui, Pas de avec quatre descente. descentes, les places Voilà, vont être très très chères. c'est ça. Et justement, ça nous permet de basculer sur la deuxième partie de l'émission, une transition parfaite, d'autant Voilà. plus qu'elle est improvisée. Donc, deuxième partie de cette émission, un bilan de la saison du LOSC et les perspectives pour l'année prochaine. Alors, je vais accélérer un peu, il est déjà 21h26. Alors, Julien, tu n'as pas prévenu au début de l'émission, c'est prévu pour 1 heure, mais souvent on est un petit peu bavard. Donc, j'espère que tu as un petit peu de temps. Mais on va essayer de pas trop déborder. Donc, un bilan du LOSC, donc 10e du championnat, avec 14 victoires, 13 nuls et 11 défaites, 48 buts encaissés, 48 buts marqués, un goal average de 0, donc un classement moyen. On va retenir finalement un 16e de coupe de France contre une équipe qu'on ne citera pas. Hein. C'est le jeu du Voldemort qui revient. Et puis surtout un 8e de Ligue des Champions contre Chelsea, donc un parcours qui est remarquable en Ligue des Champions. Alors, quel bilan feriez-vous pour le LOSC? Alors, je vais peut-être vous demander de noter finalement de 1 à 10. 1, c'est exécrable, 10, c'est exceptionnel. Quelle note vous donneriez à cette saison? Alors, avant de faire le tour de table, Julien, toi qui as vu ça un peu de l'extérieur, je pense que tu suis encore l'actualité du club. Comment tu as vécu cette saison finalement après le titre? Est-ce que tu la trouves décevante? Tu trouves que c'est presque logique parce que finalement c'est toujours difficile de confirmer l'année d'après? Comment tu l'analyses? Non, alors déjà, ma note, ça serait 5, à l'image du classement, c'est-à-dire Au milieu. milieu, moyenne. Euh, Tu l'as dit, ils ont fait un parcours. Elle est paradoxale parce que quand tu la regardes en Ligue des Champions, cette équipe, tu as du mal à croire qu'elle peut faire, qu'elle a failli être en deuxième partie de classement. Mais j'ai pas raté beaucoup de matchs, sincèrement, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Et elle était trop. Elle passait d'un extrême à l'autre en 3 jours, par exemple, pour prendre l'exemple de la Ligue des Champions. Ils ont fait un très grand match contre Chelsea et après, je sais plus contre qui, je crois que non, c'est pas le PSG, mais ils font un match catastrophique 3 jours après. C'était compliqué. Donc, tout le monde savait qu'ils allaient être attendus au tournant. C'est ça qui est surprenant. C'est qu'ils finissent champion de France. Donc, tout le monde savait qu'entre guillemets, ça allait être l'équipe à battre avec le PSG.
Et on a eu l'impression qu'il n'y avait pas de répondant, en fait, tout simplement, qu'il n'y avait pas de cette force de caractère qui avait fait qu'ils avaient fini champion. Je pense notamment à Bourak, qui, qui a été, je sais pas, qui était étincelant l'année d'avant, et cette année qui a eu un peu plus de mal, même dans son comportement et dans son envie de bien faire. J'ai trouvé l'équipe différente. Après, est-ce que ça vient du coach? Je sais pas, parce que c'est vrai que Galtier avait cette faculté à être, je le disais tout à l'heure, à être proche des joueurs, à chambrer, à rigoler. Alors, je sais que son départ a été un peu compliqué pour tout le monde, mais on a, enfin, Lille n'a pas su gérer ce changement de cap qui a été, qui a été très important dans cette saison, pas ratée, mais moyenne. Mitigé. Mitigée, allez, on va dire mitigée. Alors, on va commencer le tour de table. Donc, même principe, hein, une note de 1 à 10, et puis vos commentaires qui est responsable finalement de la situation. Je vous laisse développer. On va commencer par Baptiste. Alors, bon, moi, ça va être la même note que Julien, hein. Je vais mettre un 5 sur 10. On a eu, alors en tant que supporter, une superbe saison de Ligue des Champions qui nous sera à jamais dans l'histoire. Et bravo pour ça. Maintenant, la saison en Ligue 1, elle est presque détestable, entre guillemets. On fait des matchs exécrables face à des équipes de bas de tableau. Et dès lors où voilà, qu'on fait des matchs nuls face à Bordeaux, face à Metz et face à Saint-Etienne, on ne peut pas espérer grand-chose. Donc pour moi, ce sera un 5 sur 10 pour cette saison. Georges, tu es du même avis? Oh, moi, je serai un petit peu plus bas parce qu'au bout du compte, ben voilà, on a la parenthèse enchantée de la Coupe d'Europe, en effet, qui est un moment, qui est un pas déclic, qui est un moment magique, mais finalement qui n'a pas impacté du tout sur notre saison. Et moi, c'est quand même une équipe que j'ai trouvée. On disait de Zlatan qu'il était fort avec les faibles et faible avec les forts. Le LOS de cette année était fort contre les forts et très faible justement contre les faibles. Baptiste a évoqué tous ces matchs. Tous ces matchs qui ont été vraiment des matchs insupportables. Enfin, moi qui me sont restés un petit peu sur l'estomac, tu parlais des trois, on a joué d'affilée les trois relégués à la maison, Metz, Saint-Étienne et Bordeaux pour faire un point, enfin pour faire un point à chaque fois, des 0-0 absolument insupportable. On a bien joué, on n'a été présent que dans certains grands rendez-vous. Et moi, je trouve qu'au bout du compte, pérenniser la saison, s'assurer l'Europe, c'était quand même l'objectif essentiel et celui-là n'a pas été respecté. C'est pour ça que je mettrais quand même en dessous de la moyenne. Je suis à 4. D'accord. Christophe, est-ce que tu as un avis différent? Ouais, moi je mettrais plutôt 6, tu vois. Parce qu'il y a le trophée des champions quand même qui a été gagné. Et ça, même si c'est un trophée à la con, on va dire, parce que c'est début de saison. Mais on est allé l'arracher là-bas, et avec beaucoup de détermination. Et en plus, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a marqué le but vainqueur, Tcheka, qui était un joueur qui était très attaché au club. Et je trouve que ce trophée, il a au moins ce symbole-là. La partie Ligue des Champions, en effet, mal démarré, mais superbement redressé avec ce match à Séville. Et franchement, on a vraiment beaucoup aimé cette partie-là. Et ce match de fou à Chelsea avec une ambiance de folie, quoi, parce que même ceux qui en sont allés, mes amis qui sont supporters du club d'à côté qui sont allés, ils m'ont dit qu'il y avait une ambiance de folie. Donc, voilà, c'était reconnu. Mais sur la saison Ligue des Championnats, ce que je trouve dommage, c'est le manque d'audace de Gourvenec, quoi. Parce que bon, jusqu'à décembre, janvier, on est encore pas trop mal. On est 6e ou 7e, je sais plus, mais on est pas mal. Mais il n'a rien tenté. Et quand il faut tenter des choses ou faire tourner les gens au mois de février-mars, quand on a David qui est complètement usé, qui joue tout le temps usé, enfin voilà. Ce manque d'audace qui nous a coûté très cher, je pense. Je pense que si on avait osé un peu plus et fait tourner un peu plus à ce moment-là, on aurait été mieux sur la fin de saison et on aurait pu accrocher l'Europe. Voilà. Donc c'est bilan mitigé, mais quand même, il y a quand même un trophée et une belle Ligue des Champions. Lorenzo? Moi, je suis d'accord sur le 6.
Franchement, c'est. Voilà, je sais pas en France, mais en Italie, 6, quand tu prends 6 à l'école, c'est bien, tu t'es sauvé, quoi. Et... Mais pas vraiment. Sur le fait de la Ligue des Champions, il faut le dire, moi, je l'ai vécu de l'étranger. Et franchement, et ça a été vraiment quelque chose de très important, même au niveau du club. J'avais des potes à moi qui ne suivaient pas le club, je vous disais la semaine dernière, qui me disaient ah ouais, mais lorsqu'il a fait une saison incroyable, tout ça en Ligue des Champions. Et en plus, ça a été 2 matchs vraiment très bien joués, même contre Chelsea, même s'ils sont perdus les deux. C'était vraiment, il y avait vraiment de l'envie et tout ça. Donc, je le sauve pour la Ligue des Champions. Après, en Ligue 1, j'imagine que même si mentalement tu veux y arriver, il y a quelque chose que, je sais pas, tu n'as pas la même envie. Et c'est sur ça que, vite fait, je pose juste les 2 questions à Julien, s'il veut répondre. La première, c'est par rapport à Gourvenec. Bah, Christophe il disait en fait qu'il a pas été audace, il a pas essayé non, de changer les choses pour donner, pour changer un peu. Donc là, je voulais demander à Julien, en fait, c'est comment pour un entraîneur arriver dans un club qui a gagné un titre? Donc même parler aux joueurs, parce qu'au début de la saison, nous, on avait l'impression que je ne veux pas dire que les joueurs n'écoutaient pas Gourvenec, mais que quand même, il n'y avait pas vraiment la confiance pour commencer quelque chose avec lui, entre guillemets. Et la deuxième, c'est sur Sheka, que je pense que tu as côtoyé pour 6 mois, j'imagine, au LOSC. Et bon, après, même lui, il a été écarté pour cette année-là parce qu'il est parti en prêt à Dijon. Si tu le voyais comme un joueur qu'il pouvait avoir cette partie de carrière avec le LOSC, j'imagine, je trouve que dans ces 2, 3 saisons, il a été quand même très important pour le club, très attaché au club. Voilà, il a, il a incarné un peu l'esprit du LOSC, quoi. Ouais. Alors, on va commencer avec Gourvenec. Gourvenec, il avait un travail monstre quand il est arrivé. Il arrive dans un club qui est champion de France, euh, qui passe derrière le PSG. Lui, il passe derrière Galtier, qui est pour moi le meilleur entraîneur français. Donc, il avait une pression monstre. Et là où tu as raison, c'est que je pense que ça devait être compliqué de faire passer son message aux joueurs. Parce que les joueurs, ils arrivaient champions de France avec un nouvel entraîneur qui n'avait pas coaché depuis un certain temps. Donc, ça devait être compliqué pour lui d'essayer d'instaurer quelque chose. Parce que les joueurs ne devaient pas comprendre, parce que ça avait marché pendant un an, et lui, d'un coup, a voulu mettre sa façon de jouer et sa philosophie de jeu. Ça a moins bien matché qu'avec Galtier, ça c'est une évidence. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi des départs, et des beaux. Et après, parce que peut-être que son message ne passe pas ou ne passe plus. Pour l'audace, quand on prend Jocelyn Gourvenec, on sait très bien, pour le comparer d'ailleurs avec Bielsa, on sait très bien que c'est le jour et la nuit, que Gourvenec, il a des certitudes, que, qu'il changera pas, qu'il est comme ça et qu'il changera pas sa façon de fonctionner. Donc, on savait très bien où on allait en prenant ce coach. Donc, quand ça marchait pas et si ça fonctionnait pas, ben, il fallait qu'il change quelque chose. Il n'a pas su le faire et malheureusement, ben, c'est pour ça qu'il y a eu cette saison euh, moyenne, on va dire. Et après, concernant Tcheka, moi, Tcheka, j'ai eu un coup de cœur très rapidement avec lui parce que, comme j'ai dit, quand ma maman est morte, c'est le premier alors qu'il parlait pas très bien français, c'est le premier. Tout le monde m'a appelé très rapidement, mais c'est le premier joueur qui m'a appelé, c'est le premier joueur qui m'a envoyé un message. On était vachement copains. Et c'est vrai qu'il avait eu une saison un peu bizarre où il avait été prêté à Dijon et peu le voyait, peu le voyait fonctionner aussi bien à Lille. Et quand on voit comme il part là, avec son tour d'honneur, très ému, les supporters aussi assez déçus qu'il parte, on peut dire que lui a réussi son pari il a joué encore une fois avec ses valeurs qui allaient très bien avec le club. C'est un joueur qui lâchait rien et qui en plus de ça est encore un super joueur de ballon.
Donc, pour moi, c'est une très grosse, très, 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 très grosse perte pour le club. Outre le fait que ça soit un très bon joueur, c'est un homme super. C'est un mec super avec un grand cœur. Donc, le remplacer dans le vestiaire et sur le terrain, ça va être très, très compliqué. Alors, on a fait le bilan, on a fait la partie bilan. Il reste la partie perspective pour la saison prochaine. Avant de lancer le tour de table, innovation dans le bistrot d'Alain LOSC, je vais vous faire écouter un document sonore. Alors, attention, c'est assez court et il faut vraiment tendre l'oreille. Je vais essayer de lancer la technique. Vous savez, je suis un grand technicien. C'est un peu comme disait Julien, je suis un très grand technicien moi aussi, mais au niveau du bistrot. Je vous envoie le document sonore et on commente après. Soyez attentifs. 1, 2, 3. Vous avez entendu? Non. Une claque. Vous avez entendu? Ça, ce n'est pas un hommage aux victimes de la gestion financière de Gérard Lopez. On salue les Moucronois qui ont déposé le bilan aujourd'hui, on salue les Bordelais et on les soutient qui sont descendus en Ligue 2. Donc, ce n'est pas une minute de silence qui leur est offerte, c'est le silence assourdissant des dirigeants du LOSC, que ce soit les dirigeants financiers ou juridiques de Merlin Partners, ou que ce soit les dirigeants opérationnels, donc Olivier Létang, depuis une semaine, depuis la fin du championnat, sur justement les perspectives du club, comment dire, au vu de cette nouvelle saison. Aujourd'hui, on n'a aucune information, à la fois sur les objectifs du club de la saison, sur qui sera l'entraîneur s'il y a un nouvel entraîneur, quels seront le budget, quels vont être les recrues. On a quelques signatures, on a mais pas grand-chose. On a un contexte qui est quand même assez difficile. Alors, on se rappelle de la perquisition de la police dans le cas du dossier de Osimhen. On vient d'apprendre aujourd'hui que le LOSC n'avait pas passé l'épreuve de la DNCG et qu'il y avait des informations complémentaires qui avaient été demandées par l'organisme. On a beaucoup d'incertitudes et surtout beaucoup de silence. Que font les dirigeants de Merlin Partners? Qui va commencer à parler? À quel moment on va prendre des décisions? Et surtout, va-t-on se retrouver finalement dans un contexte comme on a connu l'année dernière, avec des atermoiements qui permettront de nommer un entraîneur dans un délai raisonnable par rapport au début du championnat, qui, je vous rappelle, est le 1er juillet. Alors, je vous ai présenté un contexte qui est quand même assez catastrophique. Je vais vous laisser entamer le tour de table. Je vais me diriger vers Julien Palmieri. Alors, moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Que fait Sylvain Armand au club? Le barbecue. Non, la bagarre. Il cogne. La bagarre. Ouais, la bagarre. Julien, tu sais, au bistrot d'Alain LOSC, parfois, on n'a pas de réponse aux questions des invités. Et là, pas du tout. C'est la question à la con, c'est la question à la con. Merci pour cette question à la con. Alors, j'oubliais aussi un élément qui est essentiel et qui va me permettre de passer la main à Lorenzo par la suite. On a appris il y a quelques jours sur un site italien qui s'appelle, je n'ai pas retenu le nom, que Olivier Tutto Mercato Web, que Olivier Létang était éventuellement remis en cause par les dirigeants de Merlin et qu'il y avait en tout cas un sujet là-dessus. Alors, Lorenzo, avant de te donner finalement ton sentiment, est-ce que tu peux nous confirmer que ce site est sérieux ou pas du tout? Oui. Alors, le site, il est sérieux, même si en parlant de Mercato, des fois, il prend des bonnes news, des fois non, mais bon. Et en tout cas, c'est l'unique site qui a fait sortir ce truc-là parce que je n'ai pas trouvé d'autres. Franchement, après, je ne sais pas si j'ai pas vu, mais non. Ça a été repris en France par des articles dans différents sites web et ça a été traduit notamment, mais effectivement, il n'y a pas eu d'autres sources. Oui, à ça, j'ajoute que l'AC Milan, il a été racheté aujourd'hui par le fonds Redbird. Et donc, que n'est plus le même fonds que le LOSC, j'imagine. Du coup, je ne sais pas, en Italie, ils avaient dit, il y a un mois plus ou moins, qu'il y avait la possibilité que ce fonds-là, il rachetait les deux clubs, donc même le LOSC. Je ne sais pas si ça peut être comme ça ou s'il peut y avoir un changement par ce côté-là, mais
c'était une news qui était sortie, ça fait un mois et demi. Mais pour le reste, voilà, il y a juste une phrase dans cet article qui dit qu'en fait, l'étang, il est à risque de sa position pour le fait qu'en fait, la saison, elle n'a pas été fantastique, quoi. Donc, c'est vraiment l'unique chose, c'est une phrase. Pas plus que ça. Le fond de cet article, c'est finalement l'objectif d'être européen a échoué. Et Voilà. finalement, c'est la responsabilité de Gourvenec, certainement, mais c'est aussi celle de l'étang par rapport à ses actionnaires. En résumé, si je parle très mal Oui, l'italien. non, c'était une phrase, c'était juste une phrase en fait. Donc, il disait pas plus que ça. C'est traduit dans le sport. Julien, tu m'avais posé une question à la con avant de me répondre. Je vais te repasser la parole. Alors, comment tu vois les perspectives du LOSC pour cette nouvelle saison? Est-ce que c'est pas inquiétant finalement ce contexte, ce silence qu'on évoquait tout à l'heure? Bah, là, sincèrement, t'as dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et j'ai pas tout retenu. Pour être tout à fait honnête, parce qu'il y avait énormément de choses. Mais après, j'ai lu aussi, moi, des choses incroyables quand j'ai vu le montant. Je sais pas si c'est vrai, hein, que Lille allait demander pour David. J'ai été. En Je me suis janvier, dit, oui, c'était. je me suis dit En que c'était une janvier, il blague. demandait beaucoup d'argent, c'est vrai. Je pensais que c'était une blague. Je pensais que c'était une connerie. Tu parles de, Apparemment, non. tu parles de quel montant? Bon, je crois qu'il y avait plus de 50 millions d'euros. Ouais, Ouais, 50. c'était la demande, c'était le prix l'année dernière, entre guillemets. Après, David, cette année, tu ne retireras pas autant d'argent, c'est évident après la saison qu'il nous a fait. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est peut-être un des joueurs qui devait partir pour justement assainir les finances et qui restera peut-être justement une demi-saison de plus pour d'abord parce qu'il y a la Coupe du Monde pour lui et ensuite parce qu'il faudra peut-être qu'il reprenne un peu du poil de la bête pour que son prix remonte, peut-être pas à hauteur de 50 millions, mais en tout cas à des niveaux plus importants que celui qui serait actuellement. D'accord. Non, moi, je pense que. Après, je pense qu'une grande majorité de supporters ne va pas être d'accord, mais je suis pas sûr aujourd'hui que changer de coach soit la priorité. Sincèrement. Genre, je sais, hein, c'est paradoxal parce que je dis que, voilà, on sait qui on prend quand on prend Jocelyn Gourvenec et qu'il y aura peut-être pas de folie et qu'on va un peu se faire chier en regardant les matchs. Mais, euh, mais je pense pas que la priorité du club, ça soit à tout prix d'enlever Gourvenec et de prendre quelqu'un d'autre. Il y a des départs assez importants cette année. Beboura, Tcheka. Moi, j'ai vu que José Fonte avait prolongé. Tout à fait. Alors, était-ce importantissime, ça, encore une fois, moi, je suis personne pour le dire, mais à mon avis, il y avait d'autres priorités que de prolonger José Fonte. Ça reste, encore une fois, à mon avis, même si c'était le capitaine et que il fait une saison convenable. Je pense qu'il y a, avant de vouloir changer d'entraîneur, il y a d'autres priorités. Après, financièrement, c'est fou parce que j'ai l'impression que ça fait presque 10 ans que le club a des problèmes financiers. J'arrive pas à comprendre comment ce club en est arrivé là. J'ai, j'ai, j'ai- je, quand on voit les joueurs qu'il y a, quand on voit le complexe, quand on voit le stade, quand on voit, j'arrive pas trop à saisir le pourquoi du comment. Ils n'arrivent pas à se mettre à flot financièrement. Donc Après, ça, vas-y. et je disais après, on parlait de la DNCG où ils avaient échoué à leur premier entretien. Olivier Létang, qui est sorti de son silence dans un communiqué, là, juste il y a quelques minutes, relativise un peu l'incident et précise que c'est juste quelques documents, qu'il ne faudra peut-être même pas de deuxième réunion. Donc, c'est peut-être pas grave, hein, Ouais, c'est peut-être simplement un ça, dossier qui n'est pas complet. pour avoir joué au Sporting Club de Bastia, ça, on l'avait tous les étés, nous, Hmm. ce blabla. Du document qui manque, des tampons, des ci, des là. Nous, chaque été, on démarrait en Ligue 2. Donc, pendant le stage de préparation, paf, on avait vendu un joueur où, bizarrement, tous les papiers revenaient. Donc, ça, c'est pour les médias, c'est pour, mais même pas la DNCG. Je parle du fait que le LOSC soit obligé de vendre pour, euh, pour pouvoir vivre en Ligue 1 et vivre financièrement.
on a l'impression que le club n'est pas pérenne et c'est ça le problème, le problème de ce club. Et donc, en fait, il y a plein de petits problèmes de partout et on a l'impression qu'on sait pas trop, on sait pas trop par où commencer en fait. On sait pas trop s'il faut commencer par aller chercher des joueurs, par en vendre, par essayer de trouver de l'argent sans vendre de joueurs. Euh, c'est, Ça fait quelques années que, sincèrement, que c'est un peu le bordel. Voilà. Et qu'on le voit avec vous, avec les supporters et tout, qu'on est arrivé à un stade où la patience de tout le monde commence à avoir des limites et il va falloir, entre guillemets, trancher dans le vif parce que j'ai l'impression que c'est de la bricole depuis plusieurs années et que là, on est arrivé à un stade où on peut plus bricoler parce que, comme on l'a dit, je dis pas que ça peut, l'année prochaine, elle peut être très dangereuse, mais on l'a vu avec les Girondins, on le voit avec la SSE, on est à l'abri de rien du tout, qu'on soit le LOSC, qu'on soit, alors, mis à part, voilà, c'est deux, trois, quatre clubs. Personne n'est à l'abri l'année prochaine. Et si on peut éviter un accident et vivre un peu plus serein en faisant et en tranchant dans le vif, je pense que là, on est arrivé à un tournant pour le club qui est très important. Alors, Lorenzo, je te repasse la main parce que tu as pas allé au bout finalement du propos. C'est quoi la priorité pour le LOSC? C'est confirmer le dirigeant, Olivier Létang, c'est trouver un nouvel entraîneur ou confirmer l'ancien entraîneur, ou c'est recruter des joueurs pour pallier justement les difficultés qu'on a pu voir l'année dernière et remplacer ceux qui vont partir. Première chose, je ne suis pas le premier fan de Gourvenec, vous l'avez compris dans ces semaines, mais je commence à être d'accord avec Julien sur le fait que même vu le dîner qu'on a vu à la fin de saison avec les joueurs, tout ça, peut-être recommencer avec une équipe de jeunes, tout ça, avec Gourvenec qui connaît déjà le club, parce que je trouve que la deuxième année est toujours plus facile. On a eu beaucoup d'entraîneurs qui après ils ont gagné avec des équipes et on ne pensait pas pendant la première année non, qu'ils pouvaient bien faire. Du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne parle même pas du président ou du club. Je ne sais pas je sais pas qu'est-ce qui va se passer en fait, si l'État va rester ou pas. Mais je dirais, la priorité, c'est commencer par les jeunes joueurs qu'on a vus qui sont très bons et qui vont être le futur du club. Et les Zerova, les Onana. On parlait dans notre groupe cet après-midi de Onana. Il y en a, je ne sais pas si Monaco est intéressé ou c'était juste un truc sorti comme ça cet après-midi. Mais déjà, le fait de mettre en question des mecs si jeunes qui ont commencé à montrer quelque chose au club, ça serait vraiment dangereux. Pour moi, il faut vraiment commencer par les jeunes. Et je suis d'accord sur le fait que peut-être la prolongation de Fonte, ce n'était pas une priorité, mais je trouve que c'est quelque chose de plus important dans le vestiaire qui n'est pas sur le terrain l'année prochaine. Il ne va pas jouer les 38 matchs, Fonte, par exemple. Donc, sur ça, je peux me mettre d'accord sur le fait qu'il va être important dans le vestiaire avec les jeunes. Mais après, les jeunes, il faut les garder. Du coup, au minimum, garder ce futur-là et ces espoirs qu'on a. Onana, il est parti avec la Belgique. Zegroa, je pense qu'il est parti avec le Kosovo. Du coup, garder ce joueur-là. Voilà. Alors, Baptiste, toi, le spécialiste des statistiques, pardon, tu peux nous faire le point finalement des rumeurs mercato, que ce soit au niveau des départs, des arrivées, des rumeurs et des choses qui sont déjà confirmées? Ouais, bien sûr. Alors, au niveau des départs, on a le montage fabuleux qu'on a eu avec Osimhen, donc le départ, enfin la résiliation de contrat du gardien Orestis Karnesis, donc qui a résilié son contrat avec le LOSC. Au niveau des départs, on a donc Cheka, Jérémy Pied et Burak Yılmaz qui n'ont pas été prolongés. On aura sûrement dans les prochaines semaines Sven Botman et Renato Sanchez de sûr. Après, je vais pas m'attarder sur tous les noms qui devraient partir, sinon on n'a pas fini l'émission. Mais au niveau des arrivées, Hakim Zedatka, seul recrue actuellement au LOSC, le défenseur droit de Clermont. Au niveau des rumeurs, j'en ai repéré 4. On en a une d'abord en tant que défenseur gauche, Fetou Mawassa, l'ancien du Stade Rennais, mais lui qui n'a pas joué depuis le 19 novembre 2021. C'est un arrière-gauche. On a Bazoer, un milieu défensif du Vitesse Arnhem, qui a 25 ans et qui était passé et formé par l'Ajax Amsterdam. On a Yonkov, un milieu offensif qui est actuellement au Ludogorets et la sélection bulgare. Et enfin, un dernier joueur, ça c'est l'information qu'on a eue dimanche. Ça, Julien pourra peut-être nous en dire un petit mot. C'est Wabi Kazri, donc l'attaquant de Saint-Etienne, le Tunisien.
Voilà, ce sont les rumeurs mercato qu'on a. Tu as joué avec lui, Julien, si je dis pas de bêtises. Oui, 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 bien sûr. Ouais, non, je joue avec lui, Wabi, c'est un super joueur. Euh, et alors, on peut pas le juger sur cette saison parce que c'est très compliqué de juger un joueur de Saint-Étienne cette saison. D'ailleurs, un peu pour la même raison que le LOSC, c'est que dans les couloirs, les dirigeants, ça a été un bordel extraordinaire. On savait pas qui faisait quoi, où, quand, comment. Enfin bon, après, moi, j'ai pas envie de faire du Larquet. Ça m'énerve ce qu'il est en train de faire, de cracher sur tout le monde. Je pense que, encore une fois, s'il a quelque chose, eh ben, il met des billes dans le club, ou alors il prend l'équipe. Mais là, il gonfle tout le monde. Il crache sur tout le monde et après, il fait la victime. Enfin bref, ça, c'était une aparté. Mais pour en revenir à Wabi, moi, sincèrement, je pense qu'il peut faire, il peut être bien à Lille. Il peut se plaire et il peut plaire aux gens. Donc, ça serait une bonne recrue. Je pense que ça serait une bonne recrue. Lui, en plus, il aurait à cœur de revenir un peu à son vrai niveau, qui pour moi peut-être un top joueur de cette Ligue 1. Et pourquoi pas, Wabi. Après, j'ai écouté Baptiste, les départs, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les départs. Pour les remplacer, je ne sais pas si les dirigeants se rendent bien compte de la perte que c'est, en fait. Donc, moi, je le disais tout à l'heure, je suis curieux de voir comment ils vont gérer ça, mais quand on entend Bourak, Renato, Cheka, Bot, mais on se dit c'est une catastrophe. C'est C'est tout une l'enjeu, catastrophe. c'est tout l'enjeu de cette saison, et c'est pour ça que ce silence nous inquiète. C'est parce qu'on n'a pas aujourd'hui connaissance de ce qui va être mis sur la table, des moyens qui seront donnés au LOS pour pouvoir justement les remplacer. Bah, Georges, oui, pardon, Julien. je veux dire, les moyens, si tu vends pas de joueurs, tu en Ah, auras rien. très, très, très peu. Il a beau dire, ouais, c'est des papiers, il manque 3 papiers, il manque 2 papiers. Non, non, non. Si la DNCG, elle te bloque, papier ou pas papier, c'est que tu vas au-devant de grandes déconvenues si tu vends pas de joueurs. Bah, en dehors de cette analyse, de toute façon, aujourd'hui, connaissant la situation du LOSC, la Oui. décision de la DNCG, elle est liée à deux facteurs. La première, c'est que dans le budget initial du LOSC, l'année dernière, il était tablé une 5e place. Ils ont terminé 10e, il y a plusieurs millions d'écarts qui viennent marquer effectivement les budgets. Et deuxièmement, c'est qu'il y avait aussi des valorisations de joueurs qui ont été faites l'année dernière. Tu parlais tout à l'heure de l'exemple de Jonathan David à 50 millions. Et aujourd'hui, avec finalement l'effondrement du marché, le parcours du LOSC qui a été un peu mitigé cette année, les valorisations de joueurs, que ce soit David, Renato Sanchez ou Sven Botman, ne sont pas forcément celles auxquelles on pourrait s'attendre. Donc forcément, dans ces conditions, la DNCG elle a dû dire, vous êtes gentil, mais revenez me voir quand vous les aurez vendus et on fera le bilan après. Enfin, ça paraît évident. C'est pour ça que je m'attends pas à un miracle, quoi, honnêtement. Ok. Georges, est-ce que tu veux rebondir finalement sur cette intersaison? Les perspectives, est-ce que tu y crois? Quelle est la priorité? C'est conforter les temps, c'est conforter ou remplacer Gourvenec, ou c'est mettre l'argent sur la table? Ah, Est-ce on l'évoquait tout à l'heure, je pense que la première des priorités, c'est déjà de définir le projet. On ne sait même pas où on en est. Alors, j'ai entendu les temps, fin de saison, dire on va rester un club performant, ce qui pour moi ne veut strictement rien dire. Lorient, cette saison, était un club très performant pour assurer le maintien. Je veux dire, performant par rapport à quel objectif, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen. Et ce qui m'interroge, parce que Julien évoquait les difficultés de Gourvenec, il y en a une autre qui s'est ajoutée à ça, c'est qu'il est arrivé le 15 juillet à Lille. C'est-à-dire un moment où la préparation était plus qu'entamée. Ça veut dire aussi qu'on ne l'a pas mis dans les conditions optimales non plus de ce point de vue-là. Et moi, ce qui m'inquiète, alors aujourd'hui, tu parles de silence. Moi, je vois d'énormes paradoxes. On évoquait donc cet article qui n'a jamais été démenti sur la mise au banc éventuel de l'étang.
Derrière, bah, aujourd'hui, c'est l'Étang qui communique sur justement la décision de la DZNC. Donc, quid de l'Étang? Alors, si c'est pas l'Étang, ce sera qui? Et si c'est un autre, ce sera quand? Et par rapport à ça, ça veut dire que l'entraîneur n'arrivera qu'après. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il serait intéressant déjà qu'on sache où va le club. Et de ce point de vue-là, hormis le fait qu'on sait qu'il va y avoir des ventes de masse, qu'il va y avoir des jeunes joueurs qui arrivent, que finalement le projet se définit vraiment de façon très floue. Moi, c'est ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, je suis incapable de dire ce que sera ne serait-ce que le visage de l'équipe, quoi. Voilà. Christophe, est-ce que tu veux conclure sur ce sujet, finalement, sur cet état des lieux? Bah oui, le principal problème, c'est la gouvernance. C'est qui est le patron du LOSC. Enfin, on va dire, c'est Kissinger qui disait c'est quoi le numéro de l'Europe? C'est quoi le numéro du patron du LOSC? Personne ne le sait, ça. Il y a deux, trois patrons d'une espèce de fonds d'investissement qui sont là au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est très compliqué de savoir où on va aller à partir du moment où les patrons, on ne les connaît pas. Et malgré tout, c'est quand même celui qui met l'argent qui dirige un peu au départ. Hein. Donc là, c'est le gros souci. Le deuxième gros souci qu'on a, c'est que la formation, on a rebâti l'année passée, mais en parlant avec les sachants, Stéphane, qu'on connaît tous ici, et voilà, Stéphane Elbeck, des gens comme ça qui suivent la formation, ils disent on n'est pas prêt avant 2-3 ans, et Vandame était venu nous le dire ici dans l'émission. Donc ça veut dire que sur les jeunes, à part Lucas Chevalier qui va revenir de Valenciennes en tant que gardien et qui est un top joueur et qu'on espère voir jouer dès l'année prochaine dans les buts, à part ce joueur-là, on n'a pas vraiment de jeunes dans le vivier. On a vu Euro qui est apparu, qui pourrait peut-être jouer cette année dans l'équipe, mais on n'a pas un vivier pour venir ramener 3 ou 4 jeunes dans l'équipe comme le faisait Lyon dans les années creuses il y a quelques années, quoi. Donc, on est quand même un peu perdu par rapport à ça, parce que si on perd les gros, comme disait aussi Julien, s'il faut de l'argent, la DNCG va demander de l'argent. Donc, si on dit, OK, on va vendre Botman, Sanchez, on va les vendre, même si on les vend 10 ou 15 millions moins que ce qu'on avait prévu, on va les vendre quand même parce qu'il nous faut des fonds, comme on faisait à l'époque de Sédou, on revient à cette époque-là. Et ben, ça veut dire qu'il va falloir faire des trouvailles, trouver des gens. Après, Kazri, c'est peut-être un bon truc parce que il est peut-être pas trop cher, parce qu'il est quand même assez âgé, mais il a un potentiel et il peut revenir. Voilà. C'est peut-être des trouvailles ou des paris qu'on va devoir faire pour arriver à vivre dans les 2-3 ans qui viennent, en espérant que les formations prennent le relais par la suite. Donc, on est quand même sur un truc qui est un peu branque, hein, que c'est un peu, et avec un patron qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire du club, quoi. Donc, on est un peu en train de jongler, quoi. Et bon, on verra bien. C'est un peu un numéro de funambule. Dernière question, peut-être pour clôturer cette émission. Elle s'adresse à Julien. Techniquement, la reprise du championnat est au 1er juillet. La reprise au 1er août. Oui. La reprise de l'entraînement est au 1er juillet, pardon. À quel moment, au maximum, doit-on conforter ou désigner en tout cas un entraîneur au LOSC? C'est mi-juin? Est-ce que c'est déjà trop tard? Oui. Est-ce que... Non, là, il faut. Le coach, il doit se mettre, il doit se projeter. Il a besoin de se projeter très rapidement et savoir où il met les pieds, que ça soit un remplacement ou un maintien au poste. Et là, on sait que ça reprend aux alentours entre le 25 juin et le 1er juillet. Là, demain, on est le 1er. Normalement, je dis bien normalement, un club normal, serein, où tout va bien, on le sait déjà. On le sait déjà. Et si tu regardes bien, je crois que toutes les Ligue 1, on sait qui est le coach. Peut-être on a un doute sur Auxerre avec Furlan parce qu'on Même sait le PSG, je dirais. Sur Paris, sur Marseille. Non, mais je veux dire, voilà, peut-être Furlan, on ne sait pas trop parce qu'il a un peu peur de la Ligue 1, parce que il l'avait déjà fait, je crois que je ne sais plus avec qui, où il avait, je crois que c'est avec Brest. Il était parti juste après la montée, en fait. Voilà, donc on ne sait pas trop de quoi il est capable, mais après, les 3 quarts des clubs, on sait qui est l'entraîneur. Donc là,
enfin, moi, je te dis, c'est fou de dire ça, mais il y a un entraîneur en place. Là, j'ai écouté un peu tout le monde. Sincèrement, c'est un bordel sans nom. Donc là, il y a quelqu'un en place qui arrive, je sais plus qui l'a dit, qui est avant la prépa, parce qu'arriver en cours de prépa, en Ligue 1, je n'ai pas le souvenir, ça s'était déjà vu. Mais là, il est en place, il connaît le club, il connaît le trois quarts des joueurs, euh, il sait où il est, il sait où il met les pieds. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser comme ça. Il faut rien toucher parce que sinon, je ne sais plus qui l'a dit, ça veut dire que si tu changes de coach, il y a une autre vision. Donc, il faut qu'il la mette en place. Donc, ça veut dire qu'il a sûrement un staff où il a sûrement des départs, des envies. Là, tu repars encore pour au moins un mois et demi, 2 mois et c'est compliqué. Je pense que tu reprends le 1er juillet au moins un mois avant, tu dois savoir qui est le coach. C'est un minimum. Ça ne nous rassure pas, mais on est, Non. on est complètement d'accord avec toi. C'est Un ça, mois c'est avant, ça, c'est le pire. demain. Hein. Oui. Un mois avant, c'est demain. Ben oui, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Alors, Lorenzo, j'ai une information pour toi. Le PSG a trouvé son nouvel entraîneur, hein, c'est Kylian Mbappé. Hein, Ah bon, mais ça, Oui. ça, on le savait la semaine dernière déjà. Non, 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 ça, on le savait déjà. Alors, je disais que c'était la dernière question. Il y a une deuxième question à la con. Baptiste, tu veux la poser ou tu veux que je la pose? Bon, allez, je vais la poser. Hein. Écoute, Julien, lors du transfert d'Osimhen, on a acheté un joueur qui s'appelle Palmieri à 7 millions d'euros. Honnêtement, est-ce que tu les vaux? Aujourd'hui, je ne vaux plus un rouble. Bon, Je vaux ça- plus une thune. bon, bah écoute, tant pis. En tout cas, tu as la valeur du cœur et la valeur de la transparence de tes propos. En tout cas, ça a été très bien ressenti par les supporters, mais ils le savaient déjà. Je crois qu'il n'y a pas eu de surprise ce soir. C'est une confirmation de ton tempérament. Je voulais te remercier. Oui, Merci à vous. je voulais te remercier Oui. de ta disponibilité. J'ai du mal à terminer l'émission ce soir. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ton franc-parler. Et j'espère que tu as passé une bonne soirée au bistrot d'Alelosque. Très bien. Mais je le savais. Je le savais que j'allais passer une bonne soirée parce que ben, tu viens de le dire, sinon je n'aurais pas accepté. J'en refuse, hein, sincèrement. Comme les gens voient qu'aujourd'hui, pas que je reviens dans le monde du football ou dans les médias, mais comme je suis avec Alexandre Ruiz, qui est quand même assez connu, forcément, j'ai beaucoup entre guillemets, j'ai 1 ou 2 demandes par semaine et j'en fais très très peu, si ce n'est que des refus. Ah, Parce que, parce que ça me gonfle. pourquoi tu as accepté le bistrot? Tu avais déjà vu l'émission? Non, parce que, alors parce que je vous ai Twitter. sur Twitter. Et donc, je regardais beaucoup, je suis beaucoup comme je l'ai dit, j'ai pas raté beaucoup de matchs du LOSC. Je suis beaucoup tout ce qui est en rapport avec le LOSC. Et quand vous me l'avez demandé, voilà, quand je l'ai dit, quand ça touche au LOSC, je me vois mal refuser, surtout quand c'est quelque chose qui est tenu par les supporters, avec qui ça s'était globalement, et puis même, non, ça s'était même très bien passé. Donc, j'avais sincèrement pas envie de refuser. Bon, bah, écoute, j'espère que tu n'es pas déçu de ta soirée. En tout cas, nous, on ne l'est absolument pas. Encore un grand merci. Merci à vous. Merci aux piliers du bistrot. Merci Baptiste. Ben, merci Julien, merci François, merci à tout le monde. Merci Georges. Merci Julien de ta présence et puis ouais, merci à tous. Merci Christophe. Merci à tout le monde. Merci Julien. Merci. Et merci Lorenzo. Je te promets la prochaine fois, je le dirai en italien. Ah ouais, bon, t'as quand même un mois et demi pour l'apprendre, donc ça va. Ouais, j'attends un peu d'italien la prochaine fois. Oui, oui. Non, et merci à vous pour ces 3 semaines fantastiques. Merci aux internautes qui suivent régulièrement cette émission, qui participent au débat. Merci pour votre interactivité. Alors, je vous avais promis une réponse à la fameuse question: y aura-t-il une 3e saison du Bistrot d'Alelosque? Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'après avoir consulté le directoire de l'association et les membres du bureau, nous avons voté à l'unanimité une 3e saison. Donc, nous vous retrouverons avec un grand plaisir dès le mois d'août, au retour des vacances, pour
suivre cette actualité du club qui nous est si chère et participer finalement à cette nouvelle aventure du LOSC. Merci à tous. Très bonne soirée, très bonnes vacances et on se retrouve très bientôt pour suivre l'actualité du club. Et pendant ces vacances, ça ne nous empêchera pas de dire tous les soirs le slogan de l'émission. Allez, le LOSC. Forza LOSC. À bientôt. Ciao. Ciao.